Bon, je vois que c'est toujours les mêmes. Sûrement que les autres ont tout compris. Hein? Hein? Et vous avez rien compris. Et moi, je sais pas ce que j'ai compris, alors on va voir. Mais en fait, j'ai l'impression de ne pas avoir eu le temps vraiment de revoir, de tout revoir. Donc, je sais plus, pas trop, mais on va essayer. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Il est drôle ce truc, il est très grand. Donc, oui, vous avez entendu dire que le prochain week-end est annulé à la fin juin, le week-end du Pays-Bas, parce qu'en fait, il y a un grand lama, Jansetsuji Rinpoche, qui sera là, qui enseignera à Nalanda et ce week-end-là à l'Institut. Donc, la suite de ce texte, ça sera en juillet. Donc, vous avez 2 mois, presque. Et donc, vous avez le temps d'étudier. Et je vais envoyer pas mal de questions. Hein. Vous les faites ou vous les faites pas. Les questions, c'est surtout pour étudier. C'est pour vous aider à étudier. Si vous en voulez pas, je vous en donne pas. Mais moi, c'est du travail aussi pour moi. Hein. Donc, si vous en voulez pas, pour moi, c'est plus vite fait. Moi, je vous donne des questions. C'est pour vous, pour étudier et essayer de couvrir ce qu'on a fait depuis le début du... Oui, si vous en voulez pas, dites-le. Moi, j'ai autre chose à faire. Hein. Ok, donc c'est pour ça, c'est pour vous permettre d'étudier. Maintenant, si vous voulez pas les faire, rien ne vous oblige non plus. Vous pouvez les faire pour vous aussi. Hein. Oui, exact. Donc voilà. Ensuite, je sais pas si vous avez eu vent de ce livre. En fait, on aurait dû en parler avant. C'est quelque chose qui doit être sur la bibliographie. C'est un commentaire de Sa Sainteté, le commentaire que Sa Sainteté avait donné sur le 9e chapitre ici à l'Institut, quand, je pense en 1993. Et donc, il y a un livre, Tant que durera l'espace, chez Albert Michel, qui est le commentaire du 9e chapitre. Donc, il est recommandé. Bon, il y a des personnes qui disent qu'il est difficile, mais c'est aussi un commentaire du 9e chapitre. Donc, moi, je trouve qu'il est utile. J'ai aussi quelque chose en anglais. Donc, je ne sais pas si vous parlez pas anglais, mais s'il y a des personnes qui parlent anglais aussi derrière la caméra, il y a plein de gens derrière la caméra qu'on voit pas. Ça s'appelle Transcendent Wisdom. C'est un commentaire sur le 9e chapitre de Shantideva et c'est chez Wisdom. Non, c'est chez Snow Lion. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce que... Si je prends, en fait, toujours l'économie du texte, en fait, depuis le début un peu de ce chapitre, on voit qu'est-ce qu'on a vu. On a vu que les prasangika ou les madhyamika répondent en fait aux autres. Dans un premier temps, en fait, il y avait donc les prasangika présentent leur vue de la vacuité, principalement les madhyamika, les prasangika, n'acceptent pas l'existence véritable. Hein. Et donc ici c'est des débats, une réfutation. Donc d'abord réfutation générale des tenants des sutras et autres réalistes, ce qui veut dire réfutation de tous ceux qui posent une existence réelle ou une existence véritable des phénomènes. Et donc ça inclut les Chittamatras, l'esprit seul, et les autres, les Sautrantika et les Vaibhashika. Donc principalement les Sautrantika et aussi les Chittamatras, puisque les Chittamatras, ils professent l'existence réelle ou véritable de certains phénomènes, pas tous, mais certains. Lesquels? L'esprit,
l'esprit, oui, c'est les Chittamatra, c'est l'esprit seul. Donc c'est le phénomène principal. Hein. Mais quoi encore? Tu l'as le corrigé là? C'est quoi chez les Chittamatra? On parle des trois natures. Hein. Donc il y a la nature, voilà. Oui, donc la nature dépendante, c'est tous les phénomènes impermanents qui dépendent de causes et de conditions. Hein. Et donc la nature imputée, je le dis parce que comme ça les gens comprennent aussi. Sinon, il faut que vous parliez dans le micro pour qu'ils comprennent. Ça soit enregistré, c'est sur Internet. Et donc la nature imputée et la nature parfaitement établie. Hein. C'est ce que vous aviez dans le devoir que vous récupérez aujourd'hui, et je vous ai envoyé un corrigé. Hein. Et là, il est donc une des questions, c'était quelles sont les trois natures et comment ces trois natures existent sur un même phénomène. Hein. Et c'est ce que Geshe-la a expliqué ce matin, en fait. Hein. Maintenant, la difficulté, c'est que quelquefois, Valérie, elle utilise aussi des termes différents. Hein. Donc, quelquefois, vous y retrouvez peut-être pas, parce que les termes sont pas les mêmes. Hein. Mais on a déjà étudié ça, c'était dans le devoir, et vous avez le corrigé qu'on a distribué hier. Donc, donc tout ce qui pose une existence véritable ou réelle, donc c'est les Chittamatra et les autres. Et donc, dans un premier temps, il y avait réfutation des tenants des sutras et autres réalistes. Donc, dans ce livre, il parle de substantialiste, hein, la traduction. On parle de substantialiste. Substantialiste, c'est ça, ceux qui affirment l'existence d'une existence réelle, hein, l'existence réelle. Donc quelquefois les mots sont différents. Et donc en deuxième lieu, c'est particulièrement donc trouver particulièrement réfuter particulièrement la position des partisans du système de l'esprit seul. Hein. Donc réfuter la position des Chittamatra en deuxième temps. Donc, dans la première partie, donc ça va de la strophe 6 à la strophe 14, hein, c'est réfuter ceux qui postulent une existence véritable ou réelle. Et donc, pour les substantialistes, c'est-à-dire les non-madhyamikas qui acceptent l'existence véritable, pour eux, les phénomènes doivent exister véritablement, doivent exister par leurs propres caractéristiques. Sinon, ils ne pourraient pas fonctionner. Hein. C'est parce qu'ils fonctionnent, c'est parce qu'il y a un agent et une action, où il y a une cause et un résultat, qu'ils fonctionnent, qu'ils existent véritablement pour eux. Et donc, en l'absence d'existence véritable, pour eux, ça ne peut pas fonctionner. Hein. On ne peut pas établir les phénomènes. Donc pour les Madhyamikas, eux, pour la voie, les tenants de la voie du milieu, ils disent que tous les phénomènes, l'absence de nature, l'absence d'existence réelle, n'a rien à voir avec l'inexistence des phénomènes. Hein. Et ils disent que sur le plan de l'interdépendance, nous nions une nature absolue, mais nous ne disons pas qu'il n'y aurait pas de nature. Hein. Donc ça veut dire nous réfutons l'existence en soi, mais nous ne dénions pas la loi de causalité, les interactions, les bienfaits, les préjudices, les actes et les agents. Donc toute la première partie de la strophe, ce que je vous ai dit, là, 6 à 14, en fait c'est ça, ce sont des arguments. Hein, les Madhyamikas abandonnent, donc réfutent des objections qui viennent de ceux qui disent, en fait, mais puisque d'après vous, les phénomènes n'existent pas véritablement, ça ne peut pas marcher. Hein. Et donc,
Donc les phénomènes ne sont pas établis, on ne peut pas accumuler des collections, on ne peut pas accumuler les vertus, on ne peut pas reprendre naissance, on ne peut pas faire la distinction entre vertu et faute. Tout ça, c'est parce que, d'après eux, ça ne peut pas fonctionner si ça n'a pas d'existence véritable. Hein. Et donc les Madhyamika, on ne va pas voir dans le détail, mais répondent à ça en fait. Pour nous, même si ça n'a pas d'existence véritable ou réelle, les choses fonctionnent. Et donc ils répondent. Donc c'est différent. Donc la ligne principale, c'est ça. Ensuite, on en vient à partir du paragraphe 15, de la strophe 15, à réfuter particulièrement la position des partisans du système de l'esprit seul, c'est-à-dire les Chittamatra. Alors, d'abord, on voit qu'est-ce qu'ils affirment, les Chittamatra, comment ils expliquent les choses. Hein. Alors, comment les Chittamatra expliquent les choses. Donc je reprends mes notes un peu de ce que Geshe-la a dit ce matin ou hier, je ne sais plus, à propos des Chittamatra. Et donc certains arguments, je vais voir si j'arrive, parce que c'est pas toujours clair. Donc principalement, réfutation des vues Chittamatra, principalement c'est une réfutation de l'existence de l'autoperception. Hein. Principalement ce qu'affirme, c'est très important pour les Chittamatra, de poser l'existence de l'autoperception. Hein. C'est comme ça qu'on a dit, parce que c'est pareil, on utilise des mots différents quelquefois. D'accord. Et donc aussi l'existence véritable des phénomènes. Pour eux, les phénomènes existent véritablement et ils affirment l'existence de l'autoperception. Donc pour les Chittamatra, si les choses n'existent pas de façon intrinsèque, ils n'existent pas du tout. Et donc les Chittamatra disent si la conscience pour les Chittamatra, si la conscience est vide d'existence intrinsèque, elle n'existe pas, et comment alors l'esprit va-t-il percevoir les phénomènes, hein? Et donc elle doit exister véritablement, la conscience. Après il y a un raisonnement, donc c'est les strophes, si je pense c'est 15, 15-16. Donc les phénomènes extérieurs n'existent pas, donc pour les Chittamatra, hein, puisque les phénomènes sont de la nature de l'esprit et n'existent pas en tant que phénomène extérieur. Hein. Puisque les phénomènes sont dans la nature de l'esprit, ils expliquent ça en disant que c'est une graine karmique qui, en mûrissant, donne en fait deux phénomènes, donne la conscience et l'objet. Et donc extérieurement, ils n'existent pas. Si les phénomènes extérieurs n'existent pas, alors à ce moment-là, ils apparaissent comme existants à l'extérieur, mais ils n'existent pas comme ça. Donc il y a quelque chose de faux. Hein. Donc les Prasangika leur disent, c'est le raisonnement que les Prasangika utilisent. Ils disent, si les phénomènes n'existent pas de la manière dont ils apparaissent, à ce moment-là, ils ne sont pas vrais. Hein. Parce qu'en fait, la définition de exister véritablement, hein, les phénomènes, ça c'est vrai pour les Prasangika, c'est vrai aussi pour les Chittamatra. Si quelque chose apparaît d'une façon mais n'existe pas comme ça, en fait c'est qu'ils sont faux, ils n'existent pas véritablement. Pour exister véritablement, il faudrait une concordance entre ce qui apparaît et la réalité. Et donc les Prasangika disent, si les phénomènes ils existent pas, ils apparaissent comme existant extérieurement, mais pour vous, ils n'existent pas extérieurement. Ça veut dire qu'il y a un désaccord entre ces deux, et ça veut dire que donc ils ne peuvent pas exister véritablement. Parce que si ils existaient véritablement, s'ils étaient vrais, ça veut dire qu'il faudrait la concordance. Ils ne pourraient pas apparaître d'une façon et exister d'une autre. Il faut que l'apparence, en fait l'apparence ultime, l'apparence de quelque chose qui existe véritablement, doit être conforme à la réalité.
Et donc, s'ils apparaissent comme existant extérieurement, mais ils n'existent pas ainsi, hein, et donc il y a une distorsion. Et donc, c'est une aberration. Ils devraient refléter la réalité, mais ils ne la reflètent pas, donc ils n'existent pas réellement. C'est une logique que les Prasangika adressent au Chittamatra. Donc l'apparence ultime ou l'apparence, puisque c'est vrai, hein, les phénomènes existent véritablement, donc il faudrait que l'apparence reflète la réalité. Et donc le phénomène existe comme étant extérieur, et si l'apparence reflète la réalité, donc il devrait refléter, si l'apparence reflète la réalité, alors on devrait dire que le phénomène existe comme phénomène extérieur en soi de son propre côté. Bon, je ne sais pas si c'est très clair. Donc, en fait, la contradiction pour les Chittamatra, c'est qu'ils disent que les phénomènes existent de leur propre côté, mais l'apparence n'est pas ultime. Ils sont obligés de dire quelque part que l'apparence n'est pas valable, mais ils existent quand même de leur propre côté. Bon, je sais pas, c'est pas très clair. Oui, pour les Prasangika, donc, attendez. Lorsque les Prasangika disent que l'apparence ne reflète pas la réalité, donc les phénomènes n'existent pas véritablement, hein, pour exister véritablement, il faut que ce qu'on voit, c'est vrai. Donc il ne faut pas avoir de différence entre les deux. Et là, puisqu'il y a une différence, puisque en fait, on les voit extérieurs, mais ils ne sont pas extérieurs, hein, et donc ils ne devraient pas exister véritablement. Mais ce n'est pas le cas pour le Chittamatra. Hein. Même s'ils n'apparaissent pas comme ils existent, pour les Chittamatra, ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Et donc pour eux, ils existent autrement. Et ils existent autrement, ça veut dire ils existent comme la nature de l'esprit. Donc les phénomènes existent dans la nature de l'esprit. Pour les Chittamatra, bien que les choses n'existent pas exactement telles qu'elles apparaissent, extérieures, elles existent, mais autrement. Les aspects revêtus en tant que forme, etc., sont de la même nature que l'esprit. Donc, loin d'être une substance différente, ils sont de la même nature. Donc, pour eux, la façon dont ils expliquent les choses qui apparaissent, les choses semblent exister extérieurement, mais en vérité, ils n'existent pas comme ça. Ils existent dans la nature de l'esprit, ce qui veut dire qu'ils naissent d'une même empreinte qui mûrit sur l'esprit. Donc, les phénomènes, la forme, etc., paraissent exister comme objets extérieurs. Ce n'est pas le cas, parce qu'ils sont de la nature de la conscience et ils existent véritablement comme la conscience. Donc, c'est ce que disent les Chittamatra. Il y a les phénomènes dépendants et les phénomènes imputés, donc que l'on a appelés aussi, normalement on les appelle simplement imputés, c'est ça ? Oui, alors bon, aujourd'hui on a sorti d'autres. Normalement, on appelle, comment les appeler, les phénomènes imputés, voilà, simplement imputés, les phénomènes imputés. Donc, on les appelle aussi les phénomènes purement conventionnels, hein, ou imaginaires. Hein. Donc Valérie a utilisé d'autres termes aujourd'hui, mais en fait ça désigne la même chose, imputé ou imaginaire ou purement conventionnel. Hein? Conceptuel. Conceptuel. Quelquefois on dit aussi conventionnel. Et conceptuel. Donc ça fait beaucoup, mais en fait c'est ce qu'on appelait jusqu'à présent les phénomènes simplement imputés. Hein?
Donc, ces phénomènes simplement imputés n'existent pas véritablement pour les Chittamatra, parce qu'ils sont simplement imputés par la conscience. Tous les phénomènes imputés sont permanents. Hein. Ils n'existent pas véritablement, ils sont simplement désignés par la conscience, inventés, on pourrait dire imaginaires, alors que les autres, les phénomènes dépendants, hein, c'est-à-dire tout ce qui est impermanent, et les phénomènes parfaitement établis, que aujourd'hui on a appelés certains, non? Les phénomènes certains, que d'habitude on appelle parfaitement établis, hein, de nature certaine, oui, parfaitement établis, de nature certaine, parfaitement établis. Donc, ces phénomènes existent véritablement, hein, pour les Chittamatra. Donc, le phénomène parfaitement établi, qu'est-ce que c'est? Comment? La non-existence véritable. Donc, le phénomène... Pardon? Hein? La non-existence véritable du phénomène imputé. Mais en fait, ce yondrup, ce phénomène parfaitement établi ou certain, c'est le non-soi, c'est la vacuité. Et ultimement, c'est le non-soi des phénomènes. Hein. Donc, c'est l'absence d'existence par ses propres caractéristiques du phénomène imputé sur le phénomène dépendant, qui dépend de causes et de conditions, le phénomène impermanent. Comme la fleur, le livre, etc. Tout ça, c'est les phénomènes imputés. Les phénomènes dépendants. Et il y a un phénomène qui est imputé sur ça, qui est la référence, ce qui sert de référence à la perception qui perçoit ce phénomène dépendant. C'est quelque chose qui est imaginé et qui est permanent. Et en fait, ce phénomène, et donc ça, c'est un phénomène imputé qui existe. Mais ce phénomène imputé il n'existe pas véritablement. Hein? Les phénomènes imputés n'existent pas véritablement, n'existent pas par ses propres caractéristiques. Donc la vacuité, le manque d'existence véritable des phénomènes imputés qui existent sur les phénomènes dépendants, ça c'est le phénomène pleinement établi. Hein? Pleinement établi, parfaitement établi. Parfaitement établi ou le phénomène certain. Hein? Donc c'est ça que Geshe a expliqué ce matin. Bon, on va y revenir. Hein. Donc, pardon. Donc, les phénomènes dépendants et les phénomènes parfaitement établis existent véritablement. Les phénomènes imputés n'existent pas véritablement. Donc, l'absence d'altérité entre le sujet et l'objet, qu'est-ce que c'est? L'absence d'altérité, le fait que le sujet et l'objet ne sont pas des substances différentes. Et c'est quoi comme parmi les trois natures? Parmi les trois natures, c'est un phénomène parfaitement établi. Hein. C'est un non-soi des phénomènes pour les Chittamatra. Hein. L'absence d'altérité ou le fait que le sujet et l'objet ne soient pas des substances différentes. Hein. C'est pareil que c'est notre façon de dire, il n'y a pas d'objet extérieur. Parce qu'en fait, le sujet et l'objet ne sont pas des substances différentes. Hein. Donc, l'absence d'altérité, l'absence de dualité, ouais, ou alors le fait que le sujet et l'objet ne sont pas des substances différentes. Hein. Ça veut dire aussi qu'il n'y a pas d'objet extérieur, parce qu'en fait, ils sont de la même substance, hein, de la même nature. Hein. L'esprit et l'objet sont de la même nature. C'est ce qui... Et donc, cette absence d'altérité, hein, c'est aussi un en-soi des phénomènes. C'est l'absence d'objets extérieurs, hein, chez les Chittamatra. Les phénomènes purement conventionnels, ah voilà, imaginaires, imputés, en dépendance des dépendants, n'existent pas véritablement. Donc on dit que Zhongxing, hein, les termes tibétains, les phénomènes appréhendés et ceux qui appréhendent les phénomènes, le sujet et l'objet, sont de la même nature
et ils sont de la même nature et ils existent véritablement. Pour les Chittamatra. Donc là, c'est un raisonnement. Je vous vois faire la grimace. C'est parce qu'on n'a pas l'habitude aussi. On n'a pas l'habitude de ces textes et de ces raisonnements. C'est un peu la première fois qu'on voit ça, ce genre de texte avec ce 9e chapitre. Donc c'est un peu normal que ce soit difficile. Mais il faut s'habituer. Donc le raisonnement, c'est ça. Pour les Chittamatra, les deux sont de la même nature et ils existent véritablement. Donc pour les Prasangika, donc alors ça c'est impossible. Enfin, pour les Prasangika, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pour les Prasangika, quelque chose qui est de la même nature et qui existe véritablement, il faut qu'il soit indistinct. Ouais. Indissociable complètement. Hein. Donc, en général, on dit qu'il y a des phénomènes qui sont la même nature, mais qui sont deux pôles négatifs différents. Il y a ce terme en tibétain qui est difficile, dokpatade. Hein. Ça veut dire que ils ont la même nature, mais on peut y penser par des concepts différents, hein, conceptuellement différents, deux référents différents. Par exemple, on dit que les deux vérités ils sont une même nature, la vérité conventionnelle et la vérité ultime, sont une nature, mais des pôles négatifs différents, c'est-à-dire sont conceptuellement différents. Hein. On peut les distinguer conceptuellement, mais la nature est la même, donc c'est possible. Hein. Mais si deux phénomènes sont la même nature, mais existent véritablement, pour les Prasangika, ça veut dire qu'il faut qu'ils soient complètement un. Il ne peut pas y avoir de différence. Pourquoi? Parce que dans le cadre de l'existence véritable, ça veut dire qu'ils sont complètement un. Il ne peut pas y avoir aucune différence. Dans le cadre de l'existence véritable, et on le voit ça dans le raisonnement quand on, par exemple pour la vacuité, on dit libre d'être un ou plusieurs. Hein, par exemple, la personne est soit une avec les agrégats, soit différente des agrégats. Et dans le cadre de l'existence véritable, quand on dit c'est un, ça veut dire c'est complètement un. Et si on dit que c'est différent, ça doit être complètement séparé sans aucun rapport, aucune relation. Pour les Prasangika, dans le cas d'une existence véritable. Donc ici, quand de dire que l'esprit et l'objet sont de la même nature et existent véritablement, pour les Prasangika, ça veut dire que ils sont indissociables. Le sujet et l'objet sont complètement indissociables. On ne peut plus distinguer ce qui perçoit et ce qui est perçu. Pour eux, c'est insensé. Insensé. Et donc, ce que expliquent les Chittamatra, leur explication, c'est que la forme et la conscience visuelle sont de la même nature et existent véritablement. Donc, pour les Chittamatra, qu'ils soient une même nature n'empêche pas la perception. Hein. Donc, pour les Chittamatra, ça n'est pas un obstacle. Ils sont de la même nature, mais ça n'empêche pas la perception. Et c'est ici que, en fait, ils disent, on fait l'expérience à travers la mémoire d'avoir perçu quelque chose. Hein. Et donc, ils parlent de l'autoperception. Hein. En fait, l'histoire de l'autoperception chez les Chittamatra, c'est quoi? C'est pour prouver l'existence véritable de la conscience. C'est ce que tu demandais, Myriam, dans ta question, en fait, qui était bien placée. Hein. Pour les Chittamatra, la vacuité, le non-soi existe véritablement et les phénomènes dépendants existent véritablement. Le phénomène dépendant, c'est-à-dire le phénomène impermanent principal, le plus important, c'est la conscience chez les Chittamatra, puisque c'est l'esprit seul. Pour eux, en fait, tout vient de l'esprit, hein, puisque même les objets viennent de l'esprit. L'esprit existe véritablement. Et pour eux, il s'agit de prouver l'existence véritable de l'esprit, et c'est pour ça qu'ils parlent de l'autoperception. Donc l'autoperception, c'est une perception. On peut dire qu'il y a deux types de perception. Hein. On peut parler de
On peut parler de perception hétéroperception ou perception réflexive. Hein. Réflexive. Je sais pas ce que j'ai dit. Ah, réflexive. Réflexive. Ouais. Alors. Il y avait quelque chose ici qui était bien, mais je ne le trouve plus. Donc, je vais vous lire un passage. Si l'autoperception n'existait pas, comment se souviendrait-on des consciences? Donc, il parle de cette autoperception qui est une perception non duelle. Elle ne perçoit que la conscience. Hein. Et c'est pas une autre conscience. Hein. C'est pas une hétéroperception, c'est-à-dire quelque chose de différent, mais c'est une partie de la conscience elle-même qui ne perçoit que elle-même. C'est ça l'autoperception. Et donc pour eux, c'est important de poser ça. Donc, quand ici dans le texte, donc rien n'est établi extérieurement, les perceptions auxquelles apparaissent les empreintes sont absolues. Et donc ici dans le texte, il y a plusieurs strophes où les Prasangika vont réfuter en donnant des exemples. En donnant l'exemple, par exemple, comment l'épée peut-elle se couper elle-même, comment la lampe peut-elle s'éclairer elle-même. Donc il y a ces exemples, et l'histoire aussi du bleu. Du bleu. Et donc, si l'autoperception n'existait pas, comment se souviendra-t-on des consciences? Donc, un des arguments avancés par les Shittamatra, en fait, quels que soient les objets concernés, les formes ou autres, pour déterminer s'ils existent ou non, on se base sur le fait qu'il y a ou non une perception avérée qui les appréhende. Pour dire que quelque chose existe véritablement, il faut une perception avérée qui réalise ce phénomène. Et c'est cette perception avérée, quelque part, qui garantit l'existence d'un phénomène. Et donc, pour les Shittamatra, pour eux, c'est très important de poser l'existence véritable de la conscience, et c'est pour ça qu'il faut une conscience qui perçoit la conscience, pour justifier et pour garantir en fait l'existence véritable de la conscience. Il faut qu'il y ait un esprit qui l'atteste. Donc, tout connaissable se définit par le fait qu'il y a un esprit, c'est-à-dire tout ce qui existe se définit par le fait qu'il y a un esprit qui l'atteste. Et donc, dès lors que l'on distingue ainsi ce qui existe de ce qui n'existe pas, cela entraîne que non seulement l'existence ou l'inexistence des connaissables extérieurs est établie en dépendance d'un support constitué par l'esprit qui les perçoit, mais également l'esprit percepteur dépend lui-même des connaissables. Donc selon les Prasangika, les perceptions avérées dépendent des connaissables desquels
lesquels dépendent d'elle. Pour les prasangika, l'esprit et l'objet dépendent l'un de l'autre. Ils sont corrélatifs. Il y a une relation de dépendance réciproque qui prouve que les uns et les autres sont dépourvus de nature absolue. Ils ne sont pas établis par leur propre pouvoir. La conscience et l'objet dépendent de l'un de l'autre, ils n'ont pas d'existence ultime. Ça, pour les prasangika, ça marche. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, dès que l'on tient ce discours comme les madhyamika, les prasangika, on n'a plus besoin de poser une autre perception qui appréhenderait et attesterait les perceptions avérées. Quelque part, pour les madhyamika, il n'y a pas de problème d'avoir une conscience. La conscience n'existe pas véritablement, donc elle est dépendante. Mais pour les Shittamatra, la conscience existe véritablement. Et donc pour attester de cette existence véritable, il faut une autre conscience qui l'aperçoit. Et donc ici, et donc comme les Shittamatra raisonne en termes d'existence absolue, c'est-à-dire d'existence véritable. Si l'esprit percepteur dépend des connaissables, si l'esprit dépend juste de ce qu'il connaît, il perd son autonomie. Et donc, c'est pour ça qu'ils envisagent l'autoperception pour l'appréhender. Mais il est difficile de démontrer l'existence de l'autoperception. De ce fait, les Shittamatra disent que c'est le souvenir qui prouve. Donc comment ils prouvent l'autoperception? C'est par le souvenir. Le fait que l'on se souvient montre qu'il y a eu une expérience. Parce que quand on se souvient, en fait, je me souviens du bleu, et ils disent, quand je me souviens que j'ai vu du bleu, je me souviens de la couleur bleue, et je me souviens de l'expérience que j'ai eue du voir du bleu. Et donc les Shittamatra disent, le fait que je me souvienne d'avoir vu le bleu, ça veut dire que je me souviens de ma perception visuelle, de cette expérience du bleu. Et ils disent, ça n'est possible que parce que il y a une conscience qui a perçu cette conscience visuelle du bleu à ce moment-là. Pour eux, c'est comme ça qu'ils prouvent l'existence de l'autoperception. Donc il y avait bien une conscience qui a perçu la conscience à ce moment-là. Donc en fait, c'est un peu la raison qui donne, c'est la mémoire, mais ce qui prouve principalement, c'est le fait de faire appel à la mémoire, c'est pour eux, c'est le raisonnement pour montrer qu'il y a une autoperception. Mais ce qu'on cherche à montrer, le fin du fond, le fond du fin, le fin du fond, la fin du fond. C'est pas tellement de prouver, c'est pas tellement de prouver la mémoire, c'est de prouver qu'il y a une autoperception qui garantit l'existence réelle de la conscience. C'est ça le nœud du problème. Et donc, il y a deux catégories d'expériences. Il y a les expériences réflexives et les expériences hétérocentriques, c'est-à-dire des expériences. Bon, ici, on dit si l'esprit est une expérience hétérocentrique, ça veut dire qu'elle est expérimentée par un autre esprit. Qui c'est qui fait l'expérience de la conscience à ce moment-là? C'est soit une autre conscience, soit elle-même. Et si c'était une autre conscience qui fait l'expérience et qui valide la conscience, et qui est la raison pour laquelle on s'en souvient après, d'après eux, à ce moment-là, il n'y aurait pas de fin et ça serait absurde. Parce qu'en fait, si c'était une autre conscience qui valide cette conscience, il en faudrait une autre pour valider celle-là ad infinitum, et donc c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'ils disent il faut que ça soit la même. C'est pas une autre conscience, mais une conscience, c'est une partie de la conscience qu'ils appellent réflexive. Ne reste que l'autre éventualité de l'expérience réflexive, de la conscience elle-même qui se connaît. Je regarde l'heure. L'heure est là-bas. Donc, si l'esprit percepteur était l'objet, c'est-à-dire si l'esprit était connu, l'esprit lui-même est l'objet d'une conscience qui le valide.
Hein. Et si cette conscience était un autre esprit, il n'y aurait pas de fin parce qu'il faudrait toujours un esprit pour valider l'esprit. Et donc il ne reste plus que l'expérience réflexive. On ne peut se souvenir de ce dont on a fait précédemment l'expérience et on ne peut pas se souvenir de ce que l'on n'aurait jamais expérimenté. Donc quand on dit « moi j'ai déjà vu ce bleu », on se souvient du bleu, mais on se souvient aussi du sujet, c'est-à-dire de la conscience qui a vu. Hein. Si on ne l'avait pas expérimenté avant, on ne pourrait pas s'en souvenir. Et donc, il faut que quelque chose en ait fait l'expérience. Et il n'y a pas d'autre possibilité que l'autoperception. Voilà. Donc, pour les prasangika, il n'y a pas besoin de ça. Qu'une perception appréhende un objet suffit pour se souvenir d'avoir vu cet objet. J'ai vu le bleu, ça suffit pour s'en souvenir. Il n'y a pas besoin d'une autre conscience. Il y a juste un facteur de mémoire, hein, ou un facteur mental. Donc pour les Citta-Matras, comment peut-on dire que le simple fait d'avoir perçu la fleur permet de dire que le sujet en a fait l'expérience? Donc pour les Prasangika, ça suffit, mais pour les Citta-Matras, l'expérience de l'objet ne peut pas induire la mémoire du sujet qui en a fait l'expérience. Bon, d'accord. Hein. Et donc, oui, les Citta-Matras, à la question que tu avais posée, en fait, c'était très judicieux ta question. Hein. Pourquoi les Madhyamika réfutent l'autoperception? C'est vrai que l'autoperception est liée, hein, pour les Citta-Matras au fait que la conscience existe véritablement. Hein. Donc les Citta-Matras postulent l'autoperception parce que la conscience existe véritablement. Elle est reliée à l'existence véritable. Donc, ensuite, alors, peut-être on peut revenir un peu aux trois natures, non? Ce qu'on a fait ce matin. Je vais voir, j'ai pas revu, donc je vais peut-être lire mes notes et voir qu'est-ce que j'en tire. Hein. C'était la strophe 26, 25-26. Bon, je vais lire toujours, je ne sais pas trop. Donc si c'est quelque chose qui existe véritablement, les choses doivent être vraies de la façon dont ils apparaissent. Et donc, comme ils existeraient donc comme objets extérieurs. Hein, puisque vous dites ils existent véritablement. C'est toujours le même argument qu'au début. Hein. Donc, tous les phénomènes... je suis un peu perdue là. C'est beaucoup de notes. J'ai essayé d'écrire tout ce qui est dit. Et là, j'ai pas trop eu le temps de revoir. Donc, c'est les prasangika toujours qui disent les deux, les sujets et objets, en fait,
ils apparaissent comme objets extérieurs, donc cette apparence est vraie si tous les phénomènes existent véritablement, donc les deux devraient être différents, c'est-à-dire l'esprit et l'objet. Vous posez l'existence réelle des objets extérieurs, donc ils doivent être différents de la conscience. Les prasangika, donc pour les prasangika, c'est la confusion parce que en même temps les Shittamatra disent que les phénomènes viennent des empreintes, hein, les empreintes qui mûrissent, donc ils viennent de leur cause, donc ils sont interdépendants, hein, les phénomènes. Donc ils ne peuvent pas exister véritablement. Hein. Et donc vous affirmez que la conscience dépend d'une cause, elle vient en dépendance, l'esprit est dénué d'existence en soi. Donc les prasangika, bien qu'irréels, l'illusion est perceptible, elle existe, elle fonctionne. Il en est de même pour la conscience. Et donc à la strophe 15, on en est là, la strophe... Ah non, non, c'est pas la strophe 15. Ça fait référence à la strophe 15, mais c'est la strophe 27, hein, qui dit « Le samsara a pour support quelque chose de réel, autrement il serait comparable à l'espace. » Ça, c'est les Shittamatra qui disent ça. La conscience qui observe... Bon, je vais passer aux trois natures, parce que là, c'est ça, on n'a plus trop le temps, mais ce qu'on a dit des trois natures ce matin, là, j'ai pas trop su, j'ai pas trop... Qu'est-ce qu'on a dit, en fait? Qu'est-ce qu'a dit... Le samsara a pour support quelque chose de réel, autrement il serait comparable à l'espace. Donc je pense que c'est ce que disent les Shittamatra. Pour eux, il faut que ça existe véritablement, sinon ça n'existe pas, donc c'est comme l'espace. Hein. Et donc, c'est là que Geshe-la a expliqué les trois natures. Les natures imputées ont besoin nécessairement comme base un phénomène dépendant. Quelque chose qui existe véritablement. En fait, si j'ai bien compris, donc il y a les trois. Ici, il parle du chemin. C'est en réalisant le non-soi des phénomènes, hein, c'est-à-dire le phénomène parfaitement établi. Hein, c'est en réalisant ce non-soi des phénomènes qu'on peut se libérer. Hein. Et le non-soi des phénomènes, le yondrup, le parfaitement établi ou phénomène, certains, il existe véritablement pour les Shittamatra. Donc ce phénomène qui existe véritablement, il doit s'appuyer, en fait, il doit s'appuyer sur un phénomène qui existe véritablement. C'est-à-dire que le phénomène imputé, qui est nié, hein, c'est la négation de l'existence véritable du phénomène qui est imputé sur le phénomène dépendant. Par exemple, le phénomène imputé, c'est ce qui sert de référence, par exemple la fleur, ce qui sert de référence à la conception ou à la perception de la fleur, ça c'est un phénomène imputé. Ou alors par exemple le fait que la fleur et la conscience soient séparées, ça c'est un phénomène imputé, c'est imaginaire. Le fait que ça soit un phénomène extérieur à la conscience. Hein. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et donc, il a dit aussi, dans les phénomènes imputés, il y en a qui existent, il y en a qui n'existent pas. Hein. Mais donc, l'absence du phénomène imputé qui n'existe pas, ou alors, autrement dit, l'existence véritable, l'existence extérieure, l'existence par ses propres caractéristiques, hein, de ce qui sert de référent dans la fleur à la conscience, hein, qui est un phénomène imputé. Donc l'absence de ça, c'est le phénomène parfaitement établi. Mais la base pour ce phénomène imputé, il faut que ça soit un phénomène
qui existe véritablement. Parce que on ne peut pas construire quelque chose qui existe véritablement, c'est-à-dire le non-soi, qui est libérateur, le non-soi des phénomènes par lequel on va se libérer. On ne peut pas construire quelque chose de véritable sur quelque chose qui n'existe pas véritablement pour les Chittamatra. Donc ça veut dire que pour la base du phénomène imputé doit être un phénomène dépendant. Hein, parce que qu'est-ce qui existe véritablement pour les Chittamatra? C'est le phénomène, le non-soi et les phénomènes dépendants. Hein. Donc pour établir le non-soi des phénomènes, qui est libérateur, et grâce auquel, par la pratique duquel on atteint la libération, et qui est un phénomène qui existe véritablement, il faut s'appuyer sur un phénomène qui existe véritablement. Le phénomène, et donc pour ça, cette raison, le phénomène imputé, hein, qui est nié quelque part, hein, la négation du phénomène imputé est le phénomène pleinement établi. Hein. Et donc, ce phénomène imputé, il doit avoir pour support quelque chose qui existe réellement, c'est-à-dire un phénomène dépendant. Et c'est pour ça que, je vais arrêter là, donc, si on l'avait dit ça la dernière fois, hein, on l'avait dit la dernière fois, j'ai des notes, le dernier week-end, je pense qu'on avait dit ça, ou celui d'avant, je ne sais plus, mais on avait déjà présenté les trois natures sur un phénomène, hein, et on avait dit que les trois natures sur un phénomène composé, c'est-à-dire un phénomène dépendant, donc le phénomène dépendant, c'est le phénomène dépendant lui-même. Par exemple, le livre, la fleur, c'est un phénomène dépendant, c'est un phénomène qui existe véritablement. Hein. Donc, celui qui sert de base pour un phénomène imputé, quelque chose qui est imaginé sur ce phénomène, par exemple le fait qu'il est séparé de la conscience, hein, c'est-à-dire de référence pour le nom, etc. Donc ça, c'est imaginaire. Et donc, la vacuité de cela, c'est le phénomène pleinement établi. Il faut s'appuyer sur un phénomène qui existe véritablement. Et dans le cas où un phénomène, si c'est un phénomène non composé, permanent, et c'est là qu'on avait vu l'exemple de l'espace. Hein. L'espace, c'est pas un phénomène, c'est pas un phénomène dépendant. Pourquoi? Parce qu'il est permanent, l'espace. C'est un phénomène permanent. Hein. C'est pas un phénomène impermanent. C'est pas un phénomène dépendant, comme la fleur, le livre et tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'on va poser comme phénomène dépendant? Hein? La perception, exactement. La perception de l'espace non composé, la perception représentative de l'espace non composé, hein, c'est ça qui va servir de phénomène dépendant, hein, quand on parle des trois natures. Hein. Pourquoi? Et cette perception, c'est un phénomène dépendant, hein, parce que l'esprit, c'est un phénomène impermanent, et donc c'est un phénomène dépendant. Et donc, c'est ça qui va servir de base au phénomène imputé. Hein. Donc, la perception représentative de l'espace non composé, c'est le phénomène dépendant, ce qui est établi de par ses propres caractéristiques. La base de référence de la perception, la base, il y a l'espace, il y a la base de référence de la perception représentative de l'espace, ça c'est le phénomène imputé. Hein, et donc nier que ce phénomène existe par ses propres caractéristiques, hein, c'est le phénomène pleinement établi. Hein. Donc l'absence d'existence réelle du phénomène imputé. Hein. Donc le non-soi des phénomènes. Donc c'est ça que Geshe-la a expliqué. Hein. Il faut donc, là on va arrêter. Parce que l'espace en général, c'est pas un fonctionnant. Parce que c'est pas, il n'est pas créé par de causes et de conditions. L'espace, c'est pas quelque chose qui est créé par des causes et des conditions. Ça veut pas dire qu'il n'est pas relatif. L'espace ici, il est relatif. Par exemple, au mur, l'espace dans la pièce. Si je remplis la pièce, il n'y a plus d'espace. Si je l'ouvre, il n'y a plus d'espace de la pièce. C'est l'espace commun. Hein. Mais l'espace, pendant qu'il existe, il n'est pas impermanent. Il ne change pas d'instant en instant, il ne dépérit pas.
comme par exemple un livre ou une fleur, qui est fait de cause et conditions. Donc l'espace, c'est permanent, c'est pas un phénomène dépendant. Donc dans ce cas, on prend la conscience qui réalise. Ça n'a rien à voir avec une fonction, ça n'a pas de fonction. Merci.